Adhésion de la Finlande à l'OTAN, risque de troisième guerre mondiale? Nous nous interrogeons. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Paroles panafricanistes sur Panafricaniste TV, la chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Le mardi 4 avril 2023, la Finlande, pays frontalier de la Russie, est officiellement devenu le 31e membre de l'OTAN. Helsinki devait pourtant intégrer l'Alliance Atlantique en compagnie de la Suède, dont la candidature est obstinément rejetée par la Hongrie et la Turquie pour des raisons très différentes. Bienvenue à la Finlande dans l'OTAN, a tweeté Emmanuel Macron quelques instants après l'entrée officielle du pays nordique en tout cas, au sein de l'Alliance Atlantique le mardi 4 avril dernier. Un message accompagné d'une phrase loin d'être anodine. J'espère que nous accueillerons très prochainement nos amis suédois également, déclare Emmanuel Macron, à se demander de quoi se mêle-t-il, mais nous le savons tous. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 13 familles. Car si la Finlande vient de boucler le processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire, la demande ayant été déposée en mai 2022, son voisin scandinave continue de ronger son frein. L'accession des deux pays qui doivent bénéficier d'un feu vert de l'ensemble des membres de l'OTAN devait pourtant s'opérer de façon simultanée, mais Stockholm fait toujours les frais du blocage opéré par la Hongrie et la Turquie. Il existe aujourd'hui de nombreux griefs à régler avant de pouvoir ratifier l'entrée du pays scandinave dans l'Alliance, a déclaré mercredi dernier Zoltán Kovács, porte-parole du gouvernement hongrois, tout en exhortant la Suède à changer de ton et à cesser sa politique de dénigrement à l'égard de Budapest. Dans le viseur de la Hongrie, certaines critiques venues de Suède visant les dérives autoritaires, nous dit-on, du président Viktor Orban et le respect de plus en plus relatif de l'état de droit et de la démocratie, nous dit-on dans ce pays de l'Europe centrale. D'ailleurs, qui a, on va le dire comme ça, le thermomètre de la démocratie dans le monde pour dire que tel ou tel n'est pas démocrate? D'ailleurs, posons-nous les bonnes questions. Les États-Unis, en tête, sont-ils un pays démocrate? La France est-il un pays démocrate? Et j'en passe. S'agissant de la Turquie, les raisons évoquées jusqu'ici pour maintenir Stockholm à l'écart diffèrent radicalement. Ankara et son dirigeant, nous dit-on, Recep Tayyip Erdogan, reproche à la Suède une forme de mansuétude à l'égard d'une partie des réfugiés kurdes qu'elle accueille sur son territoire et qui affiche pour certains une proximité avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie n'a-t-elle pas le droit de recevoir sur son sol des réfugiés, comme ce fut le cas avec tous ces réfugiés qu'on connaît ukrainiens qui pullulent aujourd'hui, nous dit-on, en Europe? Une organisation, nous dit-on, qualifiée de terroriste par la Turquie, mais aussi par l'Union européenne, mais tolérée par plusieurs villes du vieux continent en raison de l'action menée contre l'État islamique par la frange syrienne du PKK. La Turquie réclame à Stockholm des extraditions que la consultation suédoise n'autorise pas, éclaire Patrice Moyeuvre, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la Turquie. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons. Adhésion de la Finlande à l'OTAN, risque de troisième guerre mondiale. En tout cas, c'est notre interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé. Il est géostratège. Il est notre invité ce matin. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Cyril Sangos, bonjour à vos techniciens, grâce à qui nous pouvons émettre de par le monde. Bonjour à toute la galaxie Panafricaniste TV. Bonjour à tous ces millions de personnes qui au quotidien de cessent de nous suivre, nous apporter leur soutien. Nous les disons infiniment merci. Donc, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette matinale de débat, si je peux le dire ainsi.
Très heureux de vous avoir, hein, Charlie Kenyé. Je rappelle que vous avez pris la route Yaoundé pour Douala pour justement venir répondre à nos questions. Merci en tout cas pour ce déplacement. Charlie Kenyé, nous le savons déjà, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, c'était prévu depuis 2022. Depuis le 4 avril dernier, la Finlande est devenue le 31e État membre de l'OTAN. Qu'est-ce qui se cache derrière cette adhésion? Eh bien, c'est simple. Ce qui se cache derrière cette adhésion, c'est justement cette volonté, cette politique étrangère américaine, qu'il faut le dire, parce que la nouvelle doctrine stratégique américaine fait de la Chine et de la Russie des menaces existentielles à son ordre mondial établi, c'est-à-dire à sa volonté hégémonique. Et dans cette doctrine étrangère, la première menace des États-Unis, c'est la Chine sur le plan économique, et sur le plan militaire, c'est la Fédération de Russie. Donc, depuis pratiquement les années 1972, c'est un vieux projet. Depuis les années 1972, il y a ce projet de cantonnement ou alors de démembrement de la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, nous sommes simplement dans l'achevé ou alors dans le point culminant de ce projet, de ce vaste projet macabre, qui passait justement par quoi? Par l'adhésion d'un certain nombre d'anciens pays de l'ancienne Union des Républiques soviétiques et socialistes à l'alliance militaire qu'est l'OTAN. Sauf que hier, on l'a vu avec l'Ukraine et on a vu la réponse immédiate de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, on s'en va avec la Finlande. C'est un autre voisin de la Russie. Un autre voisin de la Russie. Rappelons qu'aujourd'hui, la menace otanienne partage pratiquement 1225 km avec la Fédération de Russie. Et si vous ajoutez justement la Finlande, ça monte à pratiquement 2500 km. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OTAN, ou alors les pays qui aujourd'hui sont membres de l'OTAN, et donc forcément une branche armée de cette alliance militaire sur le sol, et peut-être encore des missiles nucléaires tactiques, partagent pratiquement 2500 km de frontière avec la Fédération de Russie. Mais vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure dans vos propos, c'est qu'en principe, on se serait attendu que la Finlande et la Suède, ensemble, rejoignent l'alliance atlantique. Alors pourquoi est-ce que maintenant, on accepte rapidement la Finlande ou alors on accélère le processus avec la Finlande, par contre on tarde avec la Suède? Simplement parce qu'il faut rappeler qu'à l'intérieur de la Finlande, le parti qui gouverne actuellement, c'est un parti de droite, et selon les sondages, selon les analystes, selon les spécialistes de ce côté-là, le Parlement risque d'être acquis à la cause d'un parti de gauche. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que dans les jours à venir, le parti qui gouverne aujourd'hui risquerait d'être sa majorité au niveau du Parlement. Et donc, le parti de gauche qui est appelé à prendre le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale est un parti qui est très à gauche avec l'idée atlantiste, c'est-à-dire qui ne partage pas cette idée justement du fait que la Finlande puisse rejoindre l'alliance militaire. Et donc, pour accélérer ce processus-là, de peur que le moment venu, parce qu'il faut également que cela soit ratifié par le Parlement, de peur donc justement que ce Parlement, une fois ayant changé de coloration, que le projet justement d'adhésion à l'OTAN puisse bloquer, on préfère donc accélérer le processus pour permettre à ce que la Finlande puisse vite adhérer à l'OTAN. Parce qu'en la réalité, ce Parlement qui risquerait de changer dans les jours à venir, risquerait ou alors est appelé, selon les dits de ce côté-là, est appelé justement à bloquer l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Alors, on a fait donc, on a trouvé une parade de nature à précipiter le processus pour permettre à ce que, même si demain la coloration au niveau de l'Assemblée nationale peut changer, que le fait soit là, c'est-à-dire que la Finlande effectivement fasse partie de l'OTAN. Donc il y a ce jeu macabre qui démontre à ce fait cette volonté provocatrice de l'Alliance a véritablement nui à la Fédération de Russie. Je peux vous rassurer également, quand on voit même les sorties d'un ensemble d'officiels finlandais qui ont justement fait savoir qu'ils devaient renforcer le budget militaire, c'est valable même du côté de la Pologne. D'ailleurs, avec le cas même de la Pologne, on a vu les officiels polonais demander à abriter sur leur sol un certain nombre de missiles nucléaires tactiques de l'OTAN. Et vous comprenez que face à cette réalité-là, Moscou ne peut que justement répondre. D'ailleurs, je crois que les officiels russes de ce côté-là, il y a eu un fort déploiement militaire à la frontière avec la Finlande. D'ailleurs, je crois que depuis pratiquement 48 heures, on nous annonce le déploiement de ce côté-là des missiles tactiques Iskander et même Kinjal. Ça démontre à ce fait que véritablement, nous sommes en train d'aller vers une escalade de la menace de guerre à l'échelle internationale. Et d'un côté comme de l'autre, les acteurs ne rassurent pas. Parce que si aujourd'hui la Finlande également est en train de rejoindre l'OTAN, vous verrez que les États qui hier même faisaient déjà partie de cette alliance-là, aujourd'hui, sont dans des propos quand même assez belliqueux. En plus du fait même que la Pologne demande à abriter sur son sol des bases tactiques nucléaires
de l'alliance militaire, il faut ajouter à ça que la Pologne est en train d'accorder 2% de notre produit intérieur brut à la défense, c'est-à-dire qu'on est en train de multiplier les effectifs militaires par 2, voire par 3. On est en train de renforcer le dispositif militaire dans le pays, de nature véritablement à nous montrer que nous sommes dans une situation qui risque d'imposer, et partageant dans la frontière avec la Biélorussie, qui hier, le président Loukachenko avait accepté justement un déploiement d'un certain nombre de missiles nucléaires tactiques sur son sol, qui avait été proposé par Vladimir Poutine. On comprend très bien que ces deux États qui sont justement en train d'aller vers une situation, ma foi, qui risquerait embraser le monde. Et ça a se poser la question à quand la désescalade. Charlie Kenyé, c'est l'adhésion la plus rapide de l'histoire de l'OTAN. Est-ce pour fragiliser aujourd'hui la Russie? Bien sûr, l'objectif est clair. L'objectif est, premièrement, à défaut de démembrer la Russie, mais c'est de contenir la Russie. Parce que l'alliance, c'est une chose très pertinente. Le défi qui s'impose à eux ne se trouve pas du côté de la Russie. C'est-à-dire, s'il est vrai, et là je rappelle les mots d'un ancien général de brigade français à la retraite qui a travaillé dans le cadre d'un certain nombre d'exercices militaires avec l'OTAN, qui rappelait, le général Delaware, qui rappelait à suffit que l'objectif spécifique de l'Alliance, c'est, au-delà de contenir la Russie, c'est de démembrer la Russie, parce que la Russie également est un vaste marché énergétique pour l'OTAN. C'est-à-dire que s'ils veulent exister, il faut véritablement dépecer ce pays-là. Mais à côté également, il y a le fait que la Russie, c'est le seul pays militairement qui a les moyens, qui a la logistique, qui a la capacité, qui a la stratégie de nature à s'opposer véritablement encore à corps face aux États-Unis. Ça fait donc que les États-Unis voient en la Russie un pays qui, pour eux, dans leur volonté hégémonique, est une véritable menace. Quoique la doctrine stratégique américaine ne fait pas forcément de la Russie la première menace, je vous le disais tantôt, elle est une menace sur le plan militaire, d'ailleurs elle est la seconde. Mais la menace essentielle pour les États-Unis, c'est la Chine, qui est la première puissance économique. Mais pourquoi? Or, d'un autre côté, la Chine elle-même ne saura accepter une menace otanienne à sa frontière, parce que la Chine partage quand même des milliers de kilomètres de frontières avec la Fédération de Russie. Et donc, la Chine elle-même, sachant que ce qui se passe du côté de la Russie n'est qu'un galop d'essai, parce que la menace, ou alors la véritable cible des États-Unis, c'est la République populaire de Chine. La Chine, indirectement, est en train de soutenir parce que elle est le pays aujourd'hui qui achète le plus grand nombre de produits énergétiques en provenance de la Russie. Je parle du gaz, du pétrole et bien d'autres choses. Ça veut dire qu'indirectement, elle finance l'effort de guerre russe en territoire ukrainien. Mais également, la Chine a compris qu'avec le dossier de Taïwan, qu'elle a l'obligation de faire avec la Fédération de Russie, d'où, depuis pratiquement 4 ou 5 ans, il y a une alliance stratégique assez forte entre les deux pays. Ça a commencé en 2015 avec le traité sur l'organisation du traité de Shanghai, qui justement a permis à ce que les deux pays, au-delà du domaine commercial, parce qu'il y a un vaste marché commercial qui lie les pays, un contrat de pratiquement 400 milliards de dollars, du jamais vu au monde, qui lie la Chine et la Fédération de Russie. Mais également, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, on observe des exercices militaires entre les deux pays, de nature à renforcer justement l'alliance stratégique entre les deux pays. Parce qu'il faut rappeler une chose, la Chine est consciente d'un fait, c'est que aujourd'hui, le dossier russe arrivé à son thème, la prochaine cible des États-Unis sera la Chine. D'ailleurs, elle est en train de montrer ce qui risque à venir, ce qui risque de se passer dans les jours à venir avec la situation à Taïwan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si derrière les États-Unis disent vouloir défendre la démocratie sur le dossier de Taïwan, il faut également rappeler que quand on parle de Taïwan, à l'échelle internationale, d'ailleurs, je crois qu'il y a toute une résolution des Nations Unies qui consacre Taïwan comme étant une province de la Chine, le plus populaire de Chine. D'ailleurs, cette résolution avait été signée par les États-Unis. Mais également, ce qu'on ne veut pas dire à nos téléspectateurs et à la conscience internationale, c'est que Taïwan, aujourd'hui, est le premier marché de production de microprocesseurs à l'échelle internationale. Ça veut dire que si vous prenez, par exemple, les technologies militaires, les satellites, si vous prenez les avions, les missiles tactiques, les missiles intercontinentaux, les missiles balistiques, si vous prenez nos laptops, tout ce que nous avons comme téléphone, l'une des matières qui, justement, permet au fonctionnement de tous ces appareils-là, ce sont les microprocesseurs. Et aujourd'hui, Taïwan à lui seul pèse pour 80% dans le marché de la production de ces microprocesseurs à l'échelle internationale. Sans le quoi, les États-Unis ne seraient pas cette puissance comme vous. Donc, également, Taïwan a un intérêt stratégique pour les États-Unis. Ce que la Chine, d'un autre côté, ne peut pas supporter, ne peut pas aussi également accepter. Et ça fait donc que la Chine, sachant très pertinemment que Taïwan relève un enjeu géopolitique, géostratégique et géoéconomique important pour les États-Unis, ne saurait permettre que Taïwan puisse être mise en avant derrière des volontés fallacieuses telles que défendre la démocratie, alors qu'en réalité, le but est non seulement de détenir ce pays-là, de comprendre ou alors de maîtriser le marché en termes de
production de ces denrées, à savoir les microprocesseurs, mais également, Taïwan sait très bien que ce qui fait le cacao fait le café. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Russie aujourd'hui, forcément demain la Chine. Et donc, pour mettre fin à ça, les deux pays se sont mis ensemble. Voilà pourquoi, je crois, c'était en mars 2023, la Russie revoyait sa politique étrangère à l'échelle internationale qui définissait un ensemble de prérogatives, parmi lesquelles le fait que, à compter de cet instant, la Russie définit également les États-Unis comme étant une menace existentielle pour son pays. La Russie reconnaît à l'échelle internationale que son armée sera capable d'être déployé partout où besoin sera, de nature à non seulement protéger les intérêts russes, mais également à protéger les alliés de la Russie. Et qu'enfin, la Russie reconnaît la plupart ou alors la totalité des États du monde comme étant des États égaux. C'est un basculement international auquel Washington ne s'était pas préparé. Et donc, dans le cadre de cette alliance-là, on voit également que depuis pratiquement 5 ans, il y a un renforcement des BRICS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les BRICS sont en train de s'institutionnaliser de nature à véritablement répondre efficacement aux institutions de Bretton Woods ou alors à toutes ces institutions qui ont été mises sur pied au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour justement garantir l'intérêt et l'hégémonie américaine sur le reste du monde. C'est pour dire finalement que les États-Unis sont un empire qui ne veut pas mourir et qui utilise tous les moyens pour sa politique et pour rester justement la première puissance sur la Terre. Effectivement, les États-Unis, c'est un État qui a une politique étrangère essentiellement prévaricatrice et prédatrice. Aujourd'hui, et vous l'aurez si bien remarqué avec la visite récente du président Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen du côté de la Chine leur a donné une leçon de diplomatie, mais également une leçon de stratégie politique. Parce que qu'est-ce que la Chine fait? Dans son discours, il y a deux mots qui m'ont frappé. Premièrement, la Chine demande à l'Europe d'être autonome stratégiquement. Ça, c'est dans l'une de ses phrases. Il parle d'autonomie stratégique de l'Europe. Et dans l'une des phrases, il dit qu'il compte sur l'Europe à gagner son indépendance pour pouvoir commercer et coopérer d'égal à égal avec son voisin. On peut dire que jusqu'à preuve de contraire, l'Europe n'est pas indépendante. On peut dire qu'en réalité, il ne reconnaît pas l'Europe comme étant un pays indépendant, comme étant un continent indépendant. Si on veut, parce qu'en réalité, ce n'est pas un continent, qui ne reconnaît pas l'Europe comme étant un continent indépendant. Et ça va même encore plus loin. Regardez même l'accueil qui a été offert à Ursula von der Leyen. S'il est vrai que le président Emmanuel Macron a été reçu par le ministre des Affaires étrangères chinois, Ursula von der Leyen, qui est arrivée par la suite, a été reçue par le ministre de l'écologie et de l'environnement. Mais pire encore, la sortie qui a été prévue pour elle, c'était la sortie qu'utilisaient les passagers des vols commerciaux. C'est-à-dire qu'en réalité, n'importe quel kidnapping, c'est-à-dire la route que Charlie Kane utilise, et pourtant c'est la chef de la Commission de l'Union européenne. En réalité, c'est une façon pour eux de leur dire vraiment allez travailler votre continent, allez revoir vos politiques, parce que je ne suis pas en train d'échanger avec ceux avec qui je devrais échanger. Vous n'êtes pas là pour représenter les intérêts des peuples européens, encore moins les intérêts de l'organisation dont vous avez la charge. Vous représentez des intérêts qui sont autres que les vôtres. Et donc, je n'ai pas la qualité ou alors la capacité de vous accueillir à juste titre. Parce que si je veux parler des problèmes importants de votre continent, ce n'est pas avec vous que je vais parler. Je sais avec qui je vais parler. D'ailleurs, je tiens à rappeler également à ceux qui nous suivent que l'Europe voulue par les Européens est différente de l'Europe qu'ils ont eue. Il faut rappeler qu'au début, lorsqu'on parlait de l'Union européenne, dans le processus de création de l'Union européenne, vous avez un think tank américain qui s'appelle l'ACUE, l'American Community for United Europe. L'American Community for United Europe, c'est un think tank qui avait été mis sur pied, qui en son sein regroupait des anciens responsables de la CIA, des anciens responsables de l'OSSS lors de la Deuxième Guerre mondiale et des anciens responsables du département de la défense américain. Ils avaient pour rôle de distribuer des mannes, des subsides à certaines associations et à certaines organisations et même à des médias et des institutionnels européens de nature à prôner, si vous voulez, autant pour moi, l'idéologie atlantiste, c'est-à-dire à la construction d'une Europe qui se rapprocherait beaucoup plus de l'idéologie atlantiste, donc l'idéologie portée par les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, pour confirmer mes propos, si vous observez bien l'histoire politique française dans les années 1960, le général de Gaulle s'adressant à Monnet, rappelons que Monnet c'était l'un des proches collaborateurs de Gaulle qui travaille justement dans le processus de création de l'Union européenne, mais s'agissant de Monnet, de Gaulle faisait savoir que Monnet travaille pour les Américains. C'est de Gaulle qui le disait en 1960. Et de Gaulle, même toujours dans ces mêmes années, parlait de l'américanisation française. Comme quoi, la production des industries cinématographiques hollywoodiennes financées par le Pentagone envahissait le marché européen et
présentait les États-Unis comme étant le phare du monde. Donc, ça veut dire que l'Europe que les Occidentaux, les Européens ont eue, n'est pas l'Europe qu'eux, ils ont voulu, c'est une Europe qui leur a été donnée. Et dans cette Europe-là, c'est une Europe fortement inféodée à l'idéologie occidentale. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui parlent aujourd'hui au nom de ce continent ne sont que dans la continuité de ce think tank qui regroupe un ensemble d'officiels américains. Exactement, exactement. C'est pourquoi, que ce soit Ursula von der Leyen, rappelons que son mari travaille pour l'un des groupes, je vais dire quoi, l'une des filiales du groupe Pfizer du côté américain qui est financé par un groupe de privilégiés, ce qu'on a pour habitude de rappeler ici les mondialistes. Elle-même, Ursula von der Leyen, pour ceux également qui ne savent pas, elle est salariée au département d'État américain. C'est pour dire qu'en réalité, elle n'est pas là pour défendre les intérêts des peuples occidentaux, encore des peuples européens. Pour aller même plus grave, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, elle a appelé à rejoindre, à prendre la présidence de l'OTAN après Jens Stoltenberg. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, vous comprenez que ce sont des gens qui fonctionnent avec des personnes qui, indirectement ou alors directement, ont des liens très privilégiés, très particuliers, je dirais même très personnels avec eux. Et donc, forcément, ce ne sont pas des personnes qui sont l'émanation de la volonté des peuples européens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en Europe, on observe cette vague de montée en puissance des peuples, des masses qui, justement, aspirent ou alors qui ne se reconnaissent pas en ces dirigeants-là. Si on prend même le cas du président français Emmanuel Macron, il est clair aujourd'hui que ce monsieur, j'ai fait une chronique récemment où j'ai démontré que à la veille de sa mandature, il avait été adoubé par les 8 plus grandes loges maçonniques françaises. Et quand on sait très bien aux ordres de qui cette loge fonctionne, eh bien, on n'a pas à se poser des questions sur les origines. Alors où on vous parle, il y a l'affaire McKinsey qui est en train de ressurgir en Europe, où on sait très bien que ce sont les laboratoires McKinsey qui ont financé la création du parti politique d'Emmanuel Macron. Qui sont les McKinsey? Allez savoir. Derrière, vous allez voir les Rothschild, vous allez voir les 13 familles et bien d'autres choses. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a toute une américanisation de l'Europe, il y a toute une construction américaine qui a fait en sorte que l'Europe soit non pas l'Europe des Européens, mais l'Europe voulue par les Américains, parce qu'au départ, le problème, c'était de faire de l'Europe un vaste marché d'import-export pour justement les produits manufacturés américains. Et c'est le cas aujourd'hui, sauf que cela allait beaucoup plus loin. On est quitté d'un cadre commercial vers un cadre beaucoup plus politique et même vers un cadre stratégique avec l'alliance militaire, à savoir l'OTAN, qui aujourd'hui n'est nul autre que le bras armé des États-Unis, c'est-à-dire sa projection avancée de nature à contenir toute menace qui pourrait provenir de l'Asie, qui pourrait provenir de l'Afrique en direction des États-Unis, parce qu'il faudrait préalablement traverser l'océan Atlantique. Donc l'Europe aujourd'hui, c'est un galop d'essai, c'est un laboratoire, c'est un théâtre d'opération pour les États-Unis. Malheureusement, les peuples européens aujourd'hui triment à véritablement gagner leur souveraineté, sauf que les dirigeants qui sont à ce jeu-là, qui mangent à cette table-là, qui savent les deals qui sont faits, ne travaillent pas pour les Européens, mais travaillent beaucoup plus pour ce groupuscule de personnes, pour ce club de privilégiés qui, ma foi, il faut le dire, se veulent être les donneurs de leçons, se veulent être les maîtres du monde. Pour dire tout simplement que les États-Unis ne sont rien sans l'Europe, finalement. Les États-Unis ne sont rien, non seulement sans l'Europe, mais également sans le reste du monde. Parce que la réalité occidentale, la réalité mondiale aujourd'hui est que les banques du côté des États-Unis, comme les entreprises, sont en train de fermer. La conséquence de ça, c'est quoi? Même si on ne le dit pas toujours, j'ai pour habitude de dire que derrière la toute-puissance de l'armée américaine se cache le dollar. Parce qu'il faut dire également que la garantie du dollar à l'échelle internationale, ce sont les 850 bases militaires à l'échelle internationale. Or, aujourd'hui, le monde est en train de dédollariser son économie parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, avec les institutions de Bretton Woods et qui consacrait le FMI, qui a fait du dollar la monnaie de référence à l'échelle internationale, on a vu que la plupart des échanges commerciaux à l'échelle internationale se faisaient en dollars. Sauf que la contrepartie, c'est quoi? C'est que ça obligeait les Américains à tourner la planche à billets, mais sans être adossés sur quelque chose. Et même dans ces échanges-là, les États-Unis, parce que c'est leur monnaie, prélevaient des perdièmes. Et c'est ça qui faisait vivre l'économie américaine, qui justifiait leur intervention un peu partout. Et cette économie est en train de tomber aujourd'hui du fait de la dédollarisation du monde. Quand vous voyez des pays qui hier étaient des alliés comme l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui ont décidé de faire du yuan leur monnaie de référence dans le commerce international, quand vous voyez des pays comme l'Égypte aujourd'hui, qui se disent être prêts à acheter des armes en yuan ou en rouble, quand vous voyez la plupart de ces alliés du bloc occidental, et même la France, il y a de cela 48 heures, le président Macron a fait une sortie comme quoi il est impératif aujourd'hui que la France arrête de dépendre du dollar parce qu'aujourd'hui, il se rend compte que cela ne sied pas l'économie française. Donc, vous voyez que la dédollarisation du marché, du commerce international a un impact réel sur l'économie américaine avec la décadence, avec la chute, avec la faillite de la plupart des grandes banques américaines. Et donc, la conséquence également directe, ça va se faire sur le plan militaire parce qu'elle ne pourra plus supporter le coût de ces milliers de bases à l'échelle internationale et donc de justifier cette guerre, ces multiples guerres qu'elle fait à l'échelle internationale. Pour terminer cette édition de Parole panafricaniste avec l'adhésion de la Finlande comme 31e État dans l'OTAN,
Sommes-nous en train d'entrer dans la Troisième Guerre mondiale ou nous y sommes déjà? Je crois que dans la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes déjà, sauf que nous sommes dans sa phase soft. La Troisième Guerre mondiale, nous y sommes déjà. Aujourd'hui, il faut rappeler que ce soit du côté des États-Unis comme du côté de la Russie, il y a une multiplication de fabrication de missiles, on appelle ça quoi, des sous-sols antinucléaires. C'est-à-dire que rien que dans la ville de Moscou, il y a de cela un mois, on venait de finir la construction de souterrains antinucléaires capables d'abriter 15 millions de personnes. Aux États-Unis, ça se fait depuis des années. Il faut également rappeler que le propos, alors les tons d'un côté comme dans l'autre, sont assez belliqueux. Si aujourd'hui, un président comme le président français, l'ancien président français, à la personne de François Hollande, est allé en Mondovision dans un média qui s'appelle The KIF, Independent et Média Occidental, reconnaître que le but des accords de Minsk de 2015 n'était point de ramener la paix et la sécurité en Ukraine et donc dans le Donbass, mais consistait à permettre à l'armée ukrainienne de se réarmer pour justement attaquer le Donbass et attaquer la Fédération de Russie. Vous comprenez très bien que même les accords qui sont signés n'ont pas caractère ou n'ont pas vocation à ramener la paix et la sécurité, mais à préparer la guerre. Nous sommes là en 2015. Si vous ajoutez à ça, et rappelons que la France était garante des accords de Minsk de 2015 aux côtés de l'Allemagne, sauf que la France avait une double responsabilité parce qu'aux côtés de l'Allemagne, elle était garante pour le cas du gouvernement ukrainien, la Russie était garante pour le cas des séparatistes dans le Donbass. La France avait une double responsabilité parce que au-delà d'être membre de l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, la France est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a une résolution au Conseil de sécurité pour justement implémenter ces accords de 2015, ce qui n'a pas été fait. À côté de ça, vous vous souvenez encore de la sortie de l'ancien Premier ministre israélien à la personne de Naftali Bennett qui faisait savoir que lorsqu'il s'est proposé comme médiateur dans ce conflit, le camp ou alors la partie russe était d'accord. Sauf que le camp qui à tout moment a refusé les négociations, c'était les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Vous comprenez que d'un côté, il y a un bloc qui veut nous amener à une véritable guerre internationale et d'un autre côté, il y a un camp qui essaie de voir, qui essaie de tempérer, il y a un camp qui est beaucoup plus humain que l'autre. Donc la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes déjà parce qu'elle est préparée, elle est construite. Ça date de 2014, depuis la fameuse révolution de Maïdan qui a arrêté un coup d'État. Il fallait chasser Viktor Yanukovych pour installer Viktor Yushchenko. Et aujourd'hui, quand on observe même les faits sur le terrain, personne ne nous parle des négociations, personne ne nous parle de retour à la paix. Tout ce qu'on parle, c'est fournir des armes, c'est donner de l'argent. Quoique derrière, il y a une opération de blanchiment d'argent qui se fait. Je prends pour preuve le chroniqueur britannique à la personne de Robinson qui faisait savoir dans une de ses médias que l'afflux de biens en termes de capitaux du côté de l'Ukraine a un effet reverse, c'est que c'est un mécanisme de blanchiment d'argent parce que la plupart des officiels européens mangent également à cette table-là. Donc, on est en train d'embraser le monde. Des personnes, des kidnappings sont en train de se faire de l'argent dessus. Des gens meurent sur le terrain. On dit on est prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais d'un autre côté, c'est une guerre qui est là, c'est une guerre qui est visible, qui est même encore plus visible même sur le sol africain parce que quand nous observons la situation au niveau du Sahel, on comprend très bien que ce n'est qu'une transposition de cette guerre frontale qui oppose la Fédération de Russie et les forces de l'OTAN en territoire ukrainien. Et les discours sont en train de nous amener vers là. On a vu la Russie sortir du traité START qui justement permettait la non-prolifération des armes nucléaires à l'échelle internationale. C'est vrai que les États-Unis ne l'ont jamais respecté. Sorti de ce traité-là, on a vu la Russie directement se proposer à donner l'arme nucléaire à la Biélorussie. Et on a vu la Pologne demander aux États-Unis d'abriter également des armes nucléaires sur son sol. Et bien, on a envie de se poser la question, quand les deux plus grandes puissances militaires nucléaires du monde avec l'arsenal nucléaire capable de détruire le monde 36 fois, sont prêts à aller jusqu'à ce niveau, c'est assez demandé au voir l'humanité. Mais rappelons une fois de plus que d'un côté, il y a un camp qui est très humaniste, qui est prêt à la négociation, qui d'ailleurs, depuis pratiquement les années 2015, ne fait que faire de la négociation. Et d'un autre côté, on a des battes en guerre parce qu'il faut rappeler, la construction américaine, l'hégémonie américaine repose forcément sur deux piliers. Le premier, c'est la guerre. Le deuxième, c'est, je dis quoi, les opérations de manipulation à travers les soft power, c'est-à-dire que les opérations clandestines, la propagande et bien d'autres choses. Donc, une fois, et les faits sont là, les États-Unis étaient en faillite, puisqu'on est en train de voir comment le pays est en décrépitude, et bien, un peu que reposer son avenir sur une possible guerre, sur une probable guerre, c'est-à-dire qu'une troisième guerre mondiale pour justement effacer son tableau et renflouer ses caisses à nouveau. Mais j'espère qu'on n'ira pas là. Mais Dieu merci, avec l'organisation des BRICS qui s'est fait de notre côté, je crois que c'est peut-être une lueur d'espoir pour que nous n'arrivions pas à cette situation de chaos. Charles Ekenge, merci. C'est moi qui vous remercie de cette. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.